Merci. Alors comme j'ai un peu l'esprit de contradiction, j'ai pris le titre à l'envers et ce ne sera pas de la physique statistique au machine learning, mais le contraire. C'est-à-dire du machine learning, qu'est-ce qu'on peut apprendre, en quoi est-ce qu'on peut faire de la physique statistique peut-être de façon un peu différente. Et j'évoquerai aussi un certain nombre de questions mathématiques assez classiques qui apparaissent derrière ça. Et peut-être au départ, pourquoi est-ce que les deux sujets sont aussi proches? Les deux sujets sont très proches parce que si on regarde des problèmes d'apprentissage en machine learning, en sciences des données, eh bien, on a affaire à des données qui ont un très très grand nombre de variables. Si vous prenez par exemple une minute d'audio, vous allez avoir typiquement de l'ordre d'1 million d'échantillons. Une image aura au moins 1 million de pixels. Si vous prenez par exemple des problèmes de reconnaissance dans un texte, pareil, le nombre de lettres sera de l'ordre du million. Pour des réseaux sociaux, si vous pensez à Facebook, ce sera plutôt de l'ordre du milliard. Et évidemment, jusqu'à maintenant, la science de la très grande dimension, c'était la physique. Et en particulier, si vous prenez quelques grammes d'atomes, vous allez avoir de l'ordre d'une mole de nombre de molécules, donc de l'ordre un nombre encore bien plus extravagant, 10 puissance 24. Donc le point commun à tout ça, c'est qu'on va avoir à construire des modèles avec des données qui ont énormément de variables. Et alors le type de question qu'on se pose en physique statistique, c'est d'essayer de construire des densités de probabilité, c'est-à-dire de savoir un peu dans quelle région de l'espace mes données se trouvent et qu'est-ce qui est une image typique par opposition à une image qui ne serait pas typique. Et donc de construire cette fonction P de x où x a un nombre absolument gigantesque de variables. Or, cette question, c'est aussi une question qu'on se pose en machine learning. Si on veut synthétiser des nouvelles données, comprendre la nature de ces données, on a envie de comprendre la nature de cette densité de probabilité. Alors, en physique statistique, les problèmes classiques, ce sera par exemple comprendre la nature de la turbulence, être capable de construire une densité de probabilité qui sera capable de refléter la distribution de statistiques, par exemple, de ce champ de vorticité. Et ça, on sait que ça reste un problème totalement ouvert depuis les études de Kolmogorov dans les années 40. Et donc, ce sont des questions qui sont extrêmement difficiles, on le sait, à la fois d'un point de vue mathématique et d'un point de vue physique. Donc, ce que Marc a montré, c'est ce chemin qui naturellement amène à analyser les problèmes de machine learning d'un point de vue de physique statistique. Et comme je disais, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un peu le chemin inverse. Et en machine learning, on fait de l'expérimentation et les gens s'attaquent à des problèmes qui sont encore beaucoup plus compliqués que modéliser de la turbulence. Par exemple, modéliser des visages. Est-ce que vous êtes capable de définir un processus aléatoire dont chaque réalisation serait un visage ? Et a priori, ce sont des problèmes qu'on pensait absolument inattaquables. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'on commence à être capable de faire des choses qui sont capables de générer des visages comme ça. Alors, au cœur de cette explosion du machine learning, Marc en a parlé, il y a les réseaux de neurones, et en particulier leur structuration qui a eu lieu au cours des 15-20 dernières années, avec le nom notamment de Yann Lequin, qui a eu récemment le prix Turing pour ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte qu'un réseau de neurones, si on le définissait comme une série de couches interconnectées, avait énormément de mal à apprendre parce qu'il y a beaucoup trop de connexions. Et donc, qu'est-ce que les gens ont commencé à essayer de faire? Ils ont essayé de structurer ces connexions, structurer ces réseaux de neurones. Et donc, là, je vous l'illustre. Ça, c'est un réseau de neurones profond. Donc là, vous avez une première entrée, X se trouve être une image, comme dans les exemples de Marc. Ça, ce sera la première couche. Et comment est-ce que cette première couche est construite? Eh bien, en appliquant un opérateur linéaire qui se trouve être ce qu'on appelle une convolution, c'est-à-dire que les poids d'une réponse vont être très localisées et vont être indépendantes de la position de la sortie. Donc vous avez ce qu'on appelle une convolution, les poids sont invariants par translation, et vous définissez par filtrage ainsi une couche. Et cette couche va à nouveau être transformée. Alors pardon, il y a une non-linéarité. Ici, je vais utiliser une non-linéarité très simple, qui est standard, qui consiste simplement à prendre le maximum entre la valeur obtenue et 0. Et puis ensuite, vous prenez toutes les valeurs d'une couche comme ceci, vous faites à nouveau une convolution avec des tout petits filtres, vous sommez tout ça,
et vous mettez la réponse ici, après l'avoir transformée à nouveau avec votre non-linéarité. Et puis vous refaites la même chose, vous allez reconstruire une nouvelle couche, etc. Tout ça est cascadé jusqu'à la dernière couche, et enfin vous faites une combinaison linéaire pour essayer de prédire la valeur qui vous intéresse, sachant que la valeur qui vous intéresse, ça peut être le nom d'un animal dans une image, ça peut être la reconnaissance d'un son, ça peut être une traduction, la génération d'un signal, etc. Alors le miracle qui a été évoqué par Marc des réseaux de neurones, c'est que ici vous avez une machine qui potentiellement va avoir des centaines de millions de paramètres. Ces paramètres, ce sont les poids dans ces filtres de convolution. Ces paramètres, on va les optimiser de façon à être capable de reproduire les exemples de la base d'entraînement. Et le miracle, qui a été évoqué par Marc, c'est que ces machines extraordinairement compliquées sont capables de généraliser, mais sont capables de généraliser sur des problèmes qui en apparence sont très très différents. Vous prenez les problèmes de reconnaissance d'image, de son, de langage, un problème de stratégie comme par exemple battre le champion du monde de Go, eh bien tous ces problèmes vont être attaqués avec le même type d'architecture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, il y a une structure générique qui est derrière, qu'on comprend très mal, qui est capable d'attaquer ces problèmes de très grande dimension, donc qui est capable de prendre ces problèmes de très grande dimension et de les structurer. Ici, je vais m'intéresser au problème du lien avec la physique statistique et donc de la capacité de construire des modèles de signaux et d'images. Et ce que je voudrais montrer, c'est que ces réseaux de neurones et les résultats expérimentaux qui ont été obtenus au cours de ces dernières années ouvrent des portes nouvelles d'un point de vue mathématique et aussi pour la physique pour attaquer ces problèmes de modélisation de phénomènes très complexes. Et il y a deux ingrédients qui sont bien connus en maths et en physique qui vont apparaître, qui ont été évoqués notamment par Marc. D'abord, le fait que l'information va être traitée à différentes échelles. Si vous pensez aux différentes couches de ces réseaux de neurones, ça revient à regarder l'information à différentes échelles. Car au fur et à mesure que vous allez d'une couche à l'autre, vous allez agréger de l'information sur des voisinages de plus en plus grands, et donc vous allez capturer des informations sur des échelles de plus en plus grandes. Le deuxième élément qui est très important dans ces réseaux de neurones, c'est la notion de parcimonie. Quelque part, il y a des modèles de basse dimension qui sont construits grâce au fait que la plupart des réponses des neurones vont être quasiment nulles. Donc ces deux éléments interagissent, et la question qui se pose d'un point de vue mathématique, c'est d'essayer effectivement de comprendre pourquoi ces systèmes sont capables de généraliser. Et ce que je vais essayer de montrer, c'est pourquoi ils peuvent apporter beaucoup à des problèmes assez standards de physique statistique. Alors, pourquoi est-ce que cette notion d'échelle est tellement importante? On le sait bien en physique, on le sait bien dans tous les domaines aussi, y compris en mathématiques, c'est que lorsque vous avez des phénomènes qui peuvent se factoriser hiérarchiquement, vous allez pouvoir réduire le nombre de variables qui vont décrire le phénomène. Donc pensez ici à des particules en interaction. Ces particules peuvent être des particules physiques, ça peut être des points dans une image, ça peut être des personnes dans un réseau social. Les interactions très fortes vont être avec les voisins très proches. Maintenant, si vous voulez regarder l'interaction de particules plus éloignées avec la particule centrale, ce que vous pouvez faire, c'est résumer cette interaction comme un espèce de champ équivalent qui va agir ici. Et donc, au lieu de regarder chaque interaction individuellement, vous pouvez regarder le groupe. Pour des particules encore plus éloignées, vous pouvez regarder l'interaction sous forme d'un groupe encore plus large pour être capable de voir l'impact sur la particule centrale. Donc, au lieu d'avoir des variables, vous allez passer à log D, et log D, ça veut dire que vous allez en quelque sorte tuer l'explosion de la dimensionnalité. Alors, pourquoi ce problème est très dur? Ce problème est très dur parce que les groupes vont eux-mêmes interagir. Et c'est ces interactions à travers les échelles qui rendent tous ces problèmes très difficiles. Et ce que je voudrais montrer, c'est qu'en fait, les réseaux de neurones semblent capables d'adresser ce type de problème. Alors, être capable de prendre un problème, le diviser en des échelles différentes, il y a des outils mathématiques pour le faire, notamment les ondelettes qui ont été évoquées. Ce que je voudrais montrer, et le lien avec la physique statistique, c'est que ces réseaux sont capables de faire beaucoup mieux et sont capables de capturer les interactions. Et ça, c'est un problème très classique en maths, depuis les années 70, de comprendre comment est-ce qu'on peut capturer des interactions à travers les échelles, et évidemment très classique en physique statistique, à travers ce qu'on appelle le groupe de renormalisation. Alors,
je voudrais vous montrer le problème de 3 angles différents. D'abord, je vais montrer un peu ce que ça veut dire de séparer de l'information à différentes échelles et de la difficulté de cette interaction. Et puis, je vais montrer une première application pour la turbulence. Et ce que je vais montrer, c'est que ces réseaux sont capables de faire de la synthèse de turbulence avec des modèles vraiment dont la précision numérique sont assez intéressantes. Et on va reprendre un cadre classique de physique statistique, sauf qu'on va utiliser les non-linéarités des réseaux de neurones. Et puis ensuite, je vais passer à des problèmes en apparence beaucoup plus compliqués, des visages. Est-ce qu'on peut faire de la physique statistique de visage? Oui, ces réseaux sont capables de le faire. Mathématiquement, pourquoi? J'essaierai d'évoquer quelques réponses. Alors, au départ, Marc a évoqué le fait que les premières couches de ces réseaux, on voit apparaître des espèces de petits filtres qui semblent en quelque sorte capturer les variations locales de l'image. Donc en mathématiques, ces petits filtres, ça s'appelle des ondelettes. Donc là, je vous montre une ondelette. Là, vous avez le petit filtre qui ressemble à quelque sorte une gaussienne multipliée par un cosinus. Et là, multipliée par un sinus. Alors l'idée des ondelettes, c'est de prendre l'information et de la séparer à différentes échelles, comme je l'ai mentionné pour ces réseaux de neurones qui analysent l'information à ces différentes échelles. Donc vous voyez ces ondelettes à différentes échelles, à des grandes échelles, des petites échelles, qui vont être tournées un peu comme une sinusoïde va pouvoir être tournée par un opérateur de rotation et donc dilatée. Donc là, vous avez toutes vos petites ondelettes. Et ces petites ondelettes, elles sont utilisées pour quoi? Pour prendre l'information dans les données X et pour les exploser à différentes échelles. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on a ce problème, que ce soit en physique ou en maths, pour comprendre l'interaction entre les échelles? Si vous regardez, ça c'est ce qu'on appelle une convolution dans le domaine de Fourier, c'est un produit. Donc c'est le produit de la transformée de Fourier de votre signal par la transformée de Fourier de l'ondelette qui se trouve être non zéro dans un espèce de petit canal ici. Lorsque vous changez l'orientation de l'ondelette, le canal de fréquence va tourner. Lorsque vous dilatez l'ondelette, le canal de fréquence va être dilaté. Très bien. Donc vous avez éclaté votre information dans ces différents canaux que vous pouvez penser comme étant des couches de votre réseau. Quelle est la difficulté? La difficulté, c'est que maintenant, quand vous regardez 2 échelles différentes, elles ne sont pas du tout corrélées. Elles ne sont pas du tout corrélées, c'est-à-dire si vous regardez la corrélation entre les deux, ça peut se vérifier avec le principe de Parseval, ça va être 0. Or, si vous regardez une information, comme par exemple une image, là vous avez l'image à une échelle. Si vous la regardez à l'échelle un peu plus grande, vous voyez quelque chose qui est quand même très similaire, et pourtant, linéairement, tout est décorrélé. Et donc le problème, c'est de comprendre la nature de cette corrélation pour comprendre les structures qui apparaissent, notamment dans des problèmes comme la physique statistique de la turbulence. Et donc vous pouvez aller ainsi à toutes les échelles, on voit il y a beaucoup de dépendances, et pourtant, tout est décorrélé. Alors, qu'est-ce qu'on fait en physique statistique pour construire des modèles? Bien, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise ce principe de base qui a été introduit par Boltzmann, consiste à dire j'ai un certain nombre d'observations. Donc ces observations, ça va être ce qu'on appelle des moyennes qui ont été calculées sur l'état du système. Donc ça va être une fonction qui va transformer x et je vais prendre sa moyenne. Et ce que je vais dire, c'est que j'ai un certain nombre d'observations, c'est la seule information que j'ai. Donc la distribution de probabilité que je vais construire comme modèle, c'est la distribution de probabilité qui a une entropie maximum, ce qui veut dire que je vais mettre aucune autre information sur mon modèle et qui satisfait ces contraintes. Et depuis Boltzmann, on sait qu'on va obtenir des distributions de Gibbs, ça a été démontré plus tard, qui sont des distributions exponentielles, des combinaisons linéaires, des mesures, en quelque sorte, qu'on a pris. Alors le modèle standard, eh bien, ça consiste à prendre des mesures qui sont des corrélations de mon champ que je veux observer, comme ceci. Et du coup, la densité de probabilité, qui est utilisée partout en maths et en physique, qu'on obtient, c'est une densité de probabilité gaussienne, et voilà ce qu'on obtient. C'est-à-dire que ça, ce sont mes mesures d'origine, et ça, c'est le modèle gaussien, c'est le modèle de Kolmogorov, notamment, pour la turbulence. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a perdu toute la géométrie. On a perdu toute la structure du problème, et donc la question, c'est comment aller au-delà.
Et là, évidemment, il y a eu énormément de recherches, vous pouvez imaginer depuis les années 50, sur comment aller au-delà de ces modèles gaussiens. Beaucoup de belles idées ont été développées, en particulier l'utilisation des moments d'ordre supérieur. Et d'une certaine manière, cette recherche a mené à une sorte d'échec, parce que ces moments d'ordre supérieur sont trop compliqués à estimer. Alors, qu'est-ce que donnent les réseaux de neurones ? La différence des réseaux de neurones, c'est qu'ils introduisent ces petites non-linéarités ici, que j'ai pris comme étant un relu, le max, sur la mesure qui a été calculée. Qu'est-ce que ça fait une petite non-linéarité comme ceci ? Ça crée ce qu'on appelle des harmoniques. C'est-à-dire que si je regarde la transformée de Fourier de ceci par rapport à la phase, donc le paramètre de phase de mon filtre, ce que je vois apparaître, c'est le module de ma mesure, mais la phase est multipliée par k, par des harmoniques. Donc tout d'un coup, je crée des harmoniques. Quel est l'intérêt ? Prenez votre image. Ça, c'est la partie haute fréquence qui est ici. Ça, c'est la partie basse fréquence. Elles ne se parlent pas parce qu'elles sont dans deux bandes de fréquences différentes. Le jour où vous mettez une non-linéarité comme ça, vous créez des harmoniques, ça déplace les fréquences et tout d'un coup, elles commencent à se parler parce qu'elles sont dans les mêmes bandes de fréquences. Ça veut dire quoi ? Une fois que vous avez introduit ces non-linéarités, eh bien vous pouvez faire des choses très simples, très linéaires, qui va permettre de capturer la similarité de ce qui se passe à différentes échelles. C'est ce que je vais vous montrer ici. Voilà les images qui étaient ici à l'origine. Au lieu de calculer des corrélations des coefficients d'origine, je vais calculer les corrélations de ce qui est produit par un réseau de neurones, c'est-à-dire par ces non-linéarités qui créent ces espèces d'harmoniques. On va obtenir une densité de probabilité et je vais vous montrer des exemples de ces densités de probabilité. J'utilise ici beaucoup moins de moments que dans le cas gaussien, log carré d, et voilà ce qu'on obtient, c'est-à-dire que vous obtenez des modèles qui sont beaucoup plus précis parce que là, tout d'un coup, on a aligné les phases et tout d'un coup, on a l'espoir de construire des modèles de problèmes aussi compliqués que la turbulence à partir de ces non-linéarités qui étaient induites dans les réseaux de neurones. Donc ça, c'est des images de modèles. On peut maintenant en produire des millions comme ça. On peut faire toutes sortes de choses. On peut, à partir de ce genre de choses. Mais une des questions qui se pose, évidemment, c'est le lien avec les équations fondamentales de la physique. Là, tout d'un coup, ce qu'on voit, c'est que la phase joue un rôle fondamental. Pourquoi ? En quoi est-ce que ça va se relier au Navier-Stokes ? Et est-ce qu'on peut aller au-delà, c'est-à-dire sur des processus plus compliqués ? Alors on peut faire ça sur d'autres types de signaux, n'importe quoi, par exemple sur de la finance. Et sur de la finance, on peut capturer avec ce type de mesure tous les moments, les asymétries temporelles, etc. Je voudrais me diriger vers maintenant la deuxième partie qui est les problèmes beaucoup plus complexes. Est-ce qu'on peut modéliser un visage tout comme on pourrait modéliser de la turbulence ? Qu'est-ce que les gens ont fait sur les réseaux de neurones ? Ils ont introduit des réseaux qui prenaient l'image, le transformaient l'image en un espèce de bruit, que je vais ici appeler un bruit blanc gaussien, et puis le bruit, ils le prennent et ils le retransforment pour récupérer quelque chose qui ressemble à une image. Et ensuite, ils génèrent des nouveaux bruits et ils produisent des nouvelles images. Et la surprise, c'est qu'on obtient des nouvelles images qui ressemblent à des images de visage, des images de chambres à coucher, etc. Alors pour les chambres à coucher, avec un bruit, j'arrive à générer une chambre à coucher, un autre bruit, une autre chambre à coucher. Mais maintenant, si je prends ces deux images de bruit et je fais une combinaison linéaire, c'est-à-dire je prends un poids alpha fois l'une plus 1 moins alpha fois l'autre, qu'à partir de ce résultat, je génère quelque chose, j'obtiens à nouveau une chambre à coucher, un peu comme si l'ensemble des chambres à coucher était devenu un plan, ce qui fait que le milieu de deux chambres à coucher est maintenant une chambre à coucher, et c'est une autre chambre à coucher. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? On a simplifié toute la géométrie du problème, on l'a complètement aplati. Qu'est-ce qui se passe ? Et là, vous imaginez qu'il y a énormément de problèmes mathématiques qui sont derrière. Je vais vous montrer la même chose sur un visage. Là, c'est l'interpolation entre deux visages en faisant le même genre de choses et on voit comment un visage se transforme en un autre visage. Donc il y a des très beaux problèmes de maths qui se posent. Évidemment, on voit que quelque part, il y a de la mémoire qui doit être stockée puisqu'on est parti de quelque chose qui ressemble à rien du tout et on a été capable, à partir de ce réseau, de générer quelque chose qui ressemble à une image. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut maintenant, si on comprend ce genre de choses, envisager des modèles totalement nouveaux
pour faire de la génération aléatoire. Alors ce que je voudrais montrer, c'est que ce n'est pas totalement magique et on peut commencer à comprendre ce genre de choses, bien qu'évidemment ce soit des premiers pas, mais juste pour montrer qu'il y a des maths à faire qui sont derrière, qui potentiellement peuvent amener à des ouvertures intéressantes. Alors, quel est le problème? Le problème, c'est de partir d'une image, une chambre à coucher, et de le transformer en quelque chose qu'on appelle un bruit blanc gaussien, donc de construire une machine qui fait ça. Et la manière dont on va le faire, c'est en fait très similaire à ce qu'on a fait précédemment. C'est-à-dire qu'on va prendre les filtres, on va les transformer avec vos non-linéarités, donc je vais construire une espèce de représentation multi-échelle, comme précédemment. Et puis ensuite, on va faire quelque chose de très brutal, on va moyenner tout ça. Et quand on moyenne, on a un résultat en maths qu'on appelle le théorème central limite, qui dit que ça va finir par devenir quasiment gaussien si jamais on limite la dimension. Donc on va faire quelque chose comme ça. Et question, maintenant à partir de ça, est-ce qu'on peut générer des nouvelles chambres à coucher? Alors l'idée, c'est qu'évidemment, il va falloir partir de cette image de bruit et trouver un espèce de générateur qui va régénérer une chambre à coucher. Et là, on tombe sur ce qu'on appelle des problèmes inverses en mathématiques, et donc de comprendre comment est-ce qu'on peut résoudre un problème inverse. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est que la structure d'un réseau de neurones est non seulement très bien adaptée pour ça, mais on voit apparaître la notion de mémoire derrière un problème comme ça. Alors si j'oublie les réseaux de neurones et je pose le problème d'un point de vue purement mathématique, je peux regarder ma chaîne. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ma transformée en ondelette, une non-linéarité, j'ai obtenu U de x. U, il est très facile à inverser. Donc le problème, il n'est pas là. Où est-ce qu'il est le problème? C'est au moment où j'ai commencé à tout mélanger pour obtenir quelque chose de gaussien, c'est-à-dire j'ai réduit la dimensionnalité avec un projecteur. Et donc le problème, c'est d'inverser ce projecteur. Alors en maths, il y a une technique pour faire ça qui est utilisée partout dans les problèmes inverses, qui consiste à dire, OK, j'ai pas assez d'informations, mais j'ai de l'information a priori. Et l'information a priori, là, notamment, c'est qui permet de dire, ben, ça, X, c'était pas n'importe quelle image, donc peut-être que je peux trouver un dictionnaire dans lequel cette représentation peut être capturée simplement par très peu de variables. Autrement dit, un nombre très limité de patterns qui caractériserait en quelque sorte toutes les chambres à coucher possibles. D'accord? Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est en train de construire un modèle multi-échelle, mais un modèle multi-échelle très non linéaire, et c'est ça qui semble apparaître dans ces réseaux. Alors, c'est quoi cette idée de dictionnaire? Vous avez quelque chose qui est une chambre à coucher transformée. Et ce que vous voulez, c'est représenter cette chambre à coucher comme un nombre très limité de patterns, et ces patterns, elles sont stockées dans le dictionnaire, l'ensemble de toutes les structures possibles pour construire des chambres à coucher. Alors, pour résoudre un problème comme ça, eh bien, si on connaît le dictionnaire, si on a l'objet, on a une minute, si on a l'objet, alors à ce moment-là, on peut calculer le code qui permet de reconstruire le U de X. Donc, je vais aller rapidement, on peut faire ça avec un réseau de neurones, c'est-à-dire obtenir le code à partir du dictionnaire. Et donc, si on pose le problème sous cette forme, on se rend compte que créer un générateur comme ça, ça revient à trouver un dictionnaire qui va faire l'inversion, et donc ça revient à apprendre un réseau de neurones, c'est-à-dire une matrice dans un réseau de neurones, qui va permettre de faire l'inversion. C'est quoi cette matrice? C'est l'ensemble des structures que vous avez dans votre chambre à coucher, et dans toutes les chambres à coucher possibles que vous allez essayer de générer. Alors, c'est le genre d'algorithme qui est fait pour faire de la synthèse. Et ce qu'on obtient effectivement avec ce genre de choses, si vous avez des bases de données d'images, vous allez reconstruire vos images à partir de votre générateur. Donc ça, c'est des chambres à coucher. Le dictionnaire, ici, c'est un petit réseau, donc va vous reconstruire des approximations de vos chambres à coucher. On a perdu les détails. Et puis, si maintenant vous mettez du bruit blanc, les images reconstruites à partir de vos bruits blancs, si votre réseau a été entraîné sur des visages, ça va ressembler à des visages. Dans le cas de réseaux entraînés sur des chambres à coucher, le réseau étant petit, vous avez des structures géométriques qui peuvent vaguement ressembler à des chambres à coucher, mais qui évidemment sont ici pas des bons modèles parce que, encore une fois, on utilise ici des réseaux qui sont simplifiés. On a le même genre de phénomène, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a un dictionnaire, si on bouge
l'entrée linéairement, eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'on passe d'un visage à un autre visage à la sortie, où on passe d'une chambre à coucher à l'autre chambre à coucher. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on est en train de construire des modèles probabilistes totalement différents de ce qu'on a l'habitude de faire en maths et de ce qu'on a l'habitude à faire en physique. Donc ma conclusion un peu sur ça, c'est qu'il ne s'agit pas pour moi simplement de comprendre ces réseaux de neurones, mais de voir l'impact potentiel que ces réseaux vont avoir sur les mathématiques et la physique en grande dimension. Il y a des résultats très spectaculaires qui sont obtenus actuellement sur des problèmes qui sont très anciens, puisque ça fait plus de 80 ans qu'on se casse les dents mathématiquement pour essayer de comprendre la nature d'un processus aléatoire qui serait capable de générer de la turbulence. Là, on voit en tout cas numériquement qu'il y a des choses qui apparaissent, et les maths sont probablement pas très très loin. Donc il y a beaucoup de questions de mathématiques qui se posent à partir de là, mais le message d'une certaine manière sur lequel je voudrais insister, c'est certes, c'est actuellement un domaine qui est essentiellement empirique, beaucoup d'expérimentation, mais il y a beaucoup de choses à faire d'un point de vue théorique qui, à mon avis, auront un impact assez fondamental dans un certain nombre de problèmes classiques de physique statistique et aussi de maths, notamment dans tout le domaine des probas. Je vous remercie. Oui. Je voulais te demander si la turbulence qui est générée, par exemple, ici, est-ce qu'elle satisfait divergence de U est égale à 0 ou une loi très simple de conservation de la masse, ou est-ce qu'on n'y arrive pas? Alors, ce qu'on a pour l'instant testé, c'est les moments d'ordre supérieur, de vérifier que tous les moments d'ordre supérieur étaient vérifiés. Mais c'est effectivement, et donc c'est un travail qui est fait, il y a plusieurs groupes actuellement dans le monde qui travaillent sur ce genre de choses. Nous, on travaille ici avec des cosmologues ou en astrophysique à l'école normale. Ça, ce sont maintenant les questions qu'on se pose. C'est d'essayer de vérifier est-ce que les invariants de la physique sont récupérés ou est-ce qu'ils ne sont pas récupérés, juste approximativement. Ça, je pense que c'est les grandes questions devant lesquelles on est maintenant. Oui. Donc avec ton approche pour resynthétiser un réseau de neurones, est-ce que du coup tu arrives à avoir des premières estimations empiriques du nombre de couches nécessaires pour réaliser telle ou telle tâche? Et est-ce que ça fit avec ce qui est fait en pratique? Alors là oui, puisque ce qu'on fait, c'est que comme on essaye de faire un modèle de maths, on a tout simplifié, donc on maîtrise à peu près tout. Et en fait, ce qu'on a tendance à observer, c'est que les choix empiriques qui ont été faits sont évidemment les bons. C'est-à-dire qu'on retombe sur ces solutions. Et donc on a à peu près des réseaux qui sont exactement de la même taille que ceux qui sont développés. D'accord. Et en termes, par exemple, de non-linéarité, la fonction de non-linéaire, est-ce que ça aussi... Alors, là, c'est des valeurs absolues, c'est pas des... Non, là c'était des seuillages doux ou des relus. Donc, en fait, on utilise les mêmes qui ont en fait des avantages de maths, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui préserve la phase et qui est relativement simple. Donc là, en l'occurrence, on fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a essayé de faire différemment et on s'est planté. Et c'est assez étonnant. À chaque fois, on se dit « Ah, j'ai une idée de maths, en fait, on va être beaucoup plus intelligent et on va faire quelque chose de différent. » Et ça ne marchait jamais. Donc, on a fini par revenir à chaque fois sur ce que les gens ont fait, essayer de faire la même chose en simplifiant. Donc, je pense que c'est ça une des moralités assez fortes, c'est que ce qui a été fait, il faut bien réaliser, vous avez actuellement des dizaines de milliers de chercheurs dans le monde qui travaillent là-dessus. Ce qui est produit et ce qui émerge comme les techniques les plus efficaces sont assez remarquables. C'est-à-dire que ça a été bien optimisé. Une question de béotien, mais alors, j'ai compris donc que la génération d'harmoniques a été un peu une clé, finalement, mais jusqu'où on va dans les harmoniques? Est-ce qu'on va des harmoniques très élevées ou on reste vraiment au tout premier ordre? Alors, en fait, ici, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est quasiment markovien, c'est-à-dire ce qui est important, dans le cas de la turbulence, c'est l'interaction entre deux échelles voisines, un peu comme un processus de Markov à travers les échelles. Il faut réaliser, cette idée de phase, c'est complètement l'opposé de ce que les gens ont fait en analyse harmonique en maths. En maths, on s'est toujours dit, la phase, c'est très compliqué, c'est vraiment l'enfer. Ce qu'il faut faire, c'est changer la représentation, prendre un module et vider la phase.
Alors les physiciens, eux, ils savent que la phase, c'est important, mais là, tout d'un coup, on réalise, ah bah ouais, ils avaient peut-être raison. Oui, tu as parlé de structure, et on a du mal à comprendre les structures qu'apprennent les réseaux de neurones, en particulier parce que sur les visages, on arrive à comprendre, c'est plutôt un problème plan, hein, il y a 2 yeux au-dessus d'un nez avec une bouche en dessous. Déjà, les turbulences, c'est plutôt des structures tridimensionnelles. Et pour une chambre à coucher, on comprend encore moins. Il y avait Alain Berthoz et Daniel Benquin qui, dans cette salle, ont fait une présentation sur comment le cerveau apprend l'espace. Et avant d'apprendre l'espace, il va apprendre les structures, les invariants de cet espace, et puis après, il va essayer de reconnaître des objets dans cet espace. Et on a l'impression que les gens en images essayent de faire de l'apprentissage sur des problèmes qui ne sont pas adaptés à l'image. Je ne sais pas si je suis clair dans les... Alors, j'ai essayé de répondre à cette idée. Un des points que tu as évoqué à la fin, c'est le fait que dans ces problèmes-là, il y a des symétries, il y a des groupes de symétries, il y a des invariants qui sont très importants de capturer, et ça, c'est fondamental. Et en l'occurrence, c'est ce qui est ici créé quand on fait transformer en ondelette. On met tous les paramètres de tous les groupes qui apparaissent dedans et qui apparaissent dans ces réseaux de neurones. Ensuite, tu as raison de dire que quand on regarde un réseau de neurones, c'est quasiment ininterprétable, voire ininterprétable. Il y a énormément de gens qui ont essayé parce que le nombre de paramètres est monstrueux, complètement désordonné, et c'est extraordinairement difficile. On a essayé, de très nombreux groupes ont essayé de réorganiser ça. Donc, ce que finalement on prend comme approche, c'est l'approche opposée, c'est au lieu de prendre un réseau standard, d'essayer de le simplifier le plus possible sur des principes de maths à peu près stables, et d'essayer de voir si on reproduit la même chose. Donc ici, dans un cadre comme ici, on peut totalement l'interpréter, le réseau. Parce que toute l'information apprise, elle est dans un dictionnaire, dans une famille de vecteurs, on regarde des vecteurs et on voit tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, certes, il y a beaucoup de couches, mais c'est la même matrice qui apparaît dans toutes les couches. Donc, il y a plusieurs approches, encore une fois, pour essayer d'analyser la structure. Moi, j'ai tendance à penser actuellement que la façon la plus facile, c'est de structurer complètement le réseau et donc de le forcer à être interprétable, plutôt que de partir sur un réseau horriblement compliqué et d'espérer ensuite de pouvoir analyser les millions de paramètres qui en sortent. Merci.